Aujourd'hui, en fait, on s'est regroupés entre femmes pour une remise à niveau, une remise en forme, une remise en confiance, en fin de compte, plein de choses, et se retrouver entre femmes du même quartier. Je suis là dans le cadre de la formation Alice. Donc c'est pour le développement sportif et psychologique. Ce programme m'apporte l'ouverture aux autres, surtout sortir de mon quotidien, voir de nouvelles personnes, faire des rencontres. 3 pas, On rencontre des gens qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que nous, quoi. C'est quoi ton quotidien? Mes enfants, ma maison. C'est tout? En partie, ouais, parce que j'ai pas trop le temps non plus. J'ai 2 enfants en bas âge, Ouais. c'est 2 bébés. D'accord. Donc j'ai pas trop le temps non plus. Donc des journées comme ça, moi j'aime bien. Ouais, ça permet de Ça change. changer, ouais. Et puis après, on a d'autres ateliers derrière qui vont être sur le bien-être, et puis aussi, pour les femmes qui le désirent, une aide au niveau de la reprise du travail. En fait, ça m'a fait du bien puisqu'à la fin de la première journée, je devais partir travailler. Mais en allant au travail, j'étais de bonne humeur en fait et je me suis sentie bien et motivée pour la suite, quoi. Parce que moi je trouve qu'on est une bonne petite équipe de femmes, on s'entend bien, on rigole bien et puis savoir s'organiser, savoir se parler et puis savoir se gérer soi-même avec les autres. C'est aussi prendre confiance dans Oui, les prendre autres. confiance en soi et faire confiance aux autres également, oui. Et ça, c'est pas simple. Pour des personnes qui ont du mal à faire confiance, ça peut ne pas l'être. Mais après, on apprend à se connaître, donc je pense que maintenant la confiance vient plus facilement. En fait, je voulais pas venir. Puis en fin de compte, je regrette pas parce que on s'éclate, on rigole bien. Ça nous a fait prendre conscience qu'on a encore un peu de souplesse en nous. Non, mais on a fait du sport, de la gym. On s'est donné à fond, on s'est surpassé. Ça me fait mal de le reconnaître, mais ça m'a fait du bien de sortir de chez moi et de faire autre chose que du ménage et de m'occuper des enfants. Et c'est vrai que j'avoue que ça fait du bien. Puis chapeau à vous, par contre, pour ce que vous faites, entourer les gens, les comprendre, les écouter aussi. Important aussi des moments de parler, même si c'est pas beau grand-chose, mais se confier sur certaines petites choses, sa vie personnelle. Ça fait du bien des moments. Voilà, donc merci. Ces 2 journées sportives, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Du bien. Du bien parce que on s'est bien amusé, sans penser qu'on faisait de la cohésion, mais enfin sans s'en rendre compte au départ, alors que dans le groupe on s'est tous bien entendus, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, et ça je recommencerai. Donc tu l'as pas pris comme une contrainte? Non du tout. Non, c'était vraiment, vraiment sympa. Qu'est-ce que tu as préféré dans ces 2 jours de sport? Tout, parce que ce qu'on a fait déjà, les parcours, que ce soit en salle ou quand on était à l'extérieur, on a tout fait en s'amusant, donc c'était que du bonheur. Est-ce que tu avais une appréhension avant de commencer ces 2 journées? Oui, je me posais quand même des questions de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, et puis au final, on s'en rend même pas compte, les cohésions qu'on fait avec des équipes, je trouve que tout s'est bien passé, et puis on s'est super bien amusé. Alors, le foyer d'accueil médicalisé est une structure du médico-social qui accueille 43 résidents sourds aveugles de naissance. Et ces 43 résidents sont tous adultes. On arrive dans la structure à partir de 20 ans, jusqu'à la fin de séjour normalement, s'il n'y a pas d'aggravation de l'accompagnement. Quelles sont vos méthodes et critères de recrutement ? Alors, les méthodes de recrutement ici, c'est une offre d'emploi en fait, qui paraît chez Pôle emploi ou les revues spécialisées. L'idée, c'est qu'on soit en connexion, le chef de service et moi, sur la personne que l'on va recruter.
Et dans la personne à recruter, ce qu'on va chercher, c'est le plaisir de travailler avec une population en difficulté. Quel est pour vous l'employé idéal ? L'employé idéal, c'est un employé fidèle, loyal. Si l'équipe elle est soudée et a envie de travailler pour cette population, c'est ça le salarié idéal. Quels sont les avantages et contraintes de travailler justement dans l'établissement ? Ici, le bénéfice du travail, il se ressent directement pour l'usager. Si vous travaillez à l'usine et vous êtes en milieu de chaîne, il faudra bien que votre collègue en amont ait avancé la pièce pour que le collègue en aval puisse aussi finir la pièce. Mais on n'a pas le remerciement, en fait. On n'a pas le retour de la pièce qui vous dit « merci, à la fin, je suis bien dans mon carton ». Et le résident, vous l'avez en direct. C'est cette proximité, ce relationnel. Notre boulot, en fait, ici, c'est le relationnel avec les résidents qui importe, en fait. Et après, les contraintes, c'est la problématique des usagers. La personne qui fait l'entretien des locaux peut faire la chambre et puis la refaire 2 heures après parce que la chambre est à nouveau maculée. Et donc, c'est peut-être tout le temps remettre son travail et de ne pas toujours voir une finalité dans son travail. C'est de dire, je l'ai fait 2 fois, je recommence encore. Mais c'est la particularité de la population. Moi, je pense que cette contrainte-là, elle est réelle. Alors moi je suis rentrée il y a 1 an. J'ai déjà travaillé dans des milieux médicaux, notamment auprès des personnes âgées et des enfants. Et en fait je voulais essayer le public sourd et aveugle parce que ça m'attirait. Et je trouve que je me sens mieux ici que dans d'autres structures que j'ai pu voir. On a plus de contact avec les résidents d'ici qu'avec notamment des personnes âgées. J'ai un CAP ATMFC, c'est-à-dire assistante technique en milieu familial et collectif. Après, j'ai un titre pro femme de chambre. Et ensuite, j'ai une formation de bio-nettoyage. Et donc, de ce fait, ils m'ont pris, vu que j'avais pas mal d'expérience et des diplômes. Moi, je vous conseille la formation de bio-nettoyage. C'est ce qui ressort le mieux dans un CV. J'ai commencé en tant qu'agent de service. De là, j'ai commencé à remplacer mes collègues dans les unités, c'est-à-dire les maîtresses de maison. J'ai toujours évolué pendant ces 11 années. Je suis aussi également responsable EMS, donc ce qui inclut les audits de qualité au mois, les commandes de produits, la gestion des produits, ainsi que le remplacement du personnel. Avez-vous des contacts avec les résidents ? J'ai énormément de contacts avec les résidents, du matin au soir. Nous avons également des activités avec eux au sein des unités. Ça peut être une activité ménage, ça peut être une activité extérieure. On est vraiment à côté du résident pour leur bien-être et une complicité s'installe et il y a beaucoup de communication. Alors j'ai appris à signer pendant ces 11 années. Sur le terrain, dans un premier temps, avec des collègues qui étaient également sourds. Et après, on avait des formations adaptées en fonction des niveaux tous les ans, ici, aux femmes kénéennes. Et puis, on monte de niveau à chaque fois, on passe les épreuves et on apprend beaucoup sur le terrain. Et c'est passionnant. Alors mes tâches quotidiennes, c'est d'abord l'accueil déjà des résidents qui viennent vous dire bonjour le matin. Ensuite le téléphone. Donc j'ai 2 téléphones, le téléphone de l'accueil et le téléphone du portail pour pouvoir ouvrir aux personnes qui viennent nous voir. Et ensuite je fais un contrôle de la gestion de la comptabilité. Je m'occupe des dossiers, donc je vérifie au jour le jour, pratiquement tous les jours, les dossiers qui sont arrivés. Et je saisis quotidiennement tous les règlements que nous avons eus des différents conseils départementaux. Alors les qualités à avoir dans cet établissement pour ce poste, c'est être à l'écoute des résidents, des familles, des tuteurs, et puis avoir beaucoup de patience. Puis être disponible quand ils en ont besoin. Ce que j'aime particulièrement dans ma fonction, c'est la communication avec les résidents.
parce que comme il y a très peu de foyers en France pour ce type de handicap ici, donc on a dû apprendre le langage des signes français. Donc c'est une communication qui est très particulière, et puis la diversité des tâches. Nous avons commencé par faire la promotion de la rillette et des produits de lapin, puisque Régis était dans ce domaine-là, dans le domaine du lapin. Et de fil en aiguille, plutôt que de promouvoir le produit, on a décidé d'en fabriquer nous-mêmes, notamment de fabriquer une rillette. Donc il y a eu plusieurs étapes. On l'a fabriquée dans un autre labo, et puis on a trouvé notre propre labo nous-mêmes. Et on a commencé à la commercialiser à plus grande échelle pour arriver à avoir une activité complète pour Corinne, notamment en gros dans les années 2008-2010. Alors les contraintes, c'est de travailler avec du vivant, des animaux. Il faut savoir que c'est pas toujours évident, parce que les animaux, c'est pas une chose, c'est un être vivant. Ensuite, en contrainte, nous avons un élevage qui est dehors, donc l'hiver, il fait froid. Le commercial, hein, l'hiver, le lapin se vend très bien, les produits de lapin se vendent très bien. L'été, beaucoup moins bien, donc les gens ne cuisinent moins le lapin l'été que l'hiver. Et on a une baisse de commercialisation à cette époque-là. On essaye de pallier à ça en faisant des recettes plus simples à cuisiner. Exemple, la saucisse, le filet de lapin, la cuisse, tout ça c'est moins compliqué à cuisiner. Et on a un peu plus de... Ce sont des produits qui sont orientés vers les barbecues. Voilà. Quels sont les avantages que vous trouvez à votre activité ? D'abord, on a su retrouver un espace de liberté dans notre organisation. Et puis, en fait, on a opté plutôt sur l'activité en circuit court. Donc là, en fait, nous avons une clientèle limitée, mais qui apprécie davantage nos produits, qui sont plutôt plus originaux que ce que l'on peut trouver dans la grande distribution. Auriez-vous un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans votre activité ? Alors, le premier conseil, c'est d'aller voir dans cette activité, comment ça se passe, et pourquoi pas participer activement aux travaux de l'exploitant. Si vous avez un projet quelconque en agriculture, il faut savoir vendre le produit que vous allez produire et s'assurer qu'il est bien adéquat avec ce que le consommateur attend, ou alors avoir une innovation qui permette justement, notamment comme la rillette chez nous, d'aller chercher des clients qui n'existaient pas. Donc si vous devez commencer une activité, commencez plutôt par la fin, de regarder comment ça se vend, si ça se vend, et si derrière vous savez vous mettre en adéquation avec la production et surtout gagner votre vie. Bonjour, je m'appelle Guyot Patricia, je travaille au service jeunesse de la ville de Calonne-Ricoire depuis plusieurs années. Donc forcément accueil dit accueil de tout public. Merci. Pourriez-vous nous dire les tâches quotidiennes ? Alors, il faut savoir que les tâches quotidiennes sont multiples. Il faut savoir être déjà très polyvalente. La première qualité qu'il faut y avoir, c'est être souriante, agréable, sociable avec les gens. On a quand même pas mal de choses à savoir, toutes les informations relatives à la ville, les activités relatives aux associations communales, socioculturelles. On doit être au courant au maximum des choses afin de pouvoir mieux informer le public. Ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, il y a aussi la gestion des plannings des salles. On a aussi du courrier divers, administratif à traiter. Dans mon cas, il y a aussi tout ce qui est inscription. Inscription au centre de loisirs, règlement, garderie, conservatoire de musique, etc. Compte rendu de réunion à faire aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un poste multitâche dans lequel on s'épanouit, forcément. Parce que l'avantage d'être agent d'accueil, c'est que chaque jour est différent. Pourriez-vous nous raconter une anecdote, quelque chose qui parle vraiment de votre métier, de votre passion dans votre métier ?
Moi, je vous dirais simplement que le fait d'être naturelle comme je suis dans mon travail fait que le public, tant soit peu, s'intéresse toujours un petit peu à moi. Comme par exemple, j'ai subi dernièrement un problème avec mon enfant. Et ben, les gens s'inquiètent pour moi et me demandent, ou ils viennent me voir, me passent un petit coup de fil, rien que pour me demander comment ça s'est passé. Et là, forcément, quand je vois ça, je me dis, le contact humain, il est là. Là, c'est vraiment de l'humain. Patricia, donc si je vous interviewe aujourd'hui, c'est parce que je souhaiterais intégrer le poste d'agent d'accueil, en sachant que moi je n'ai aucune formation de base dans ce métier, puisque j'ai été lectrice-correctrice dans une maison d'édition, j'ai été téléopératrice téléphonique, j'ai été assistante maternelle agréée pendant 10 ans. Donc je voulais savoir, que me conseillez-vous comme formation ou comme concours pour devenir agent d'accueil ? Alors, vu votre parcours, je pense que déjà vous avez déjà des acquis, tels que déjà le téléphone, l'accueil téléphonique, ça vous connaissez. Pouvoir gérer de l'administratif, vous avez déjà pratiqué, donc ça je pense que ça peut vous aider énormément. J'imagine que des formations doivent exister par le biais d'Epistem pour pouvoir améliorer ses compétences. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des concours aussi avec la fonction publique qui existent. Adjoint administratif ou agent d'accueil, je pense que ça doit exister. Donc se rapprocher du centre de gestion ou directement d'aller sur le site internet pour vérifier, pour passer des concours, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Et puis je vous remercie pour tout et pour tous ces conseils. Et je reviendrai peut-être pour vous demander ou pour vous dire ce qu'il en est dans quelques mois. Merci beaucoup Patricia. De rien, au revoir. Alors bonjour, moi c'est Sandra, j'ai 40 ans, je suis mariée, maman de 4 enfants et photographe installée à Bruay depuis 5 ans maintenant. Comment vous est venue cette passion pour la photographie ? J'ai toujours aimé la photo, ça s'est développé un petit peu plus avec l'arrivée des enfants. Parce que fatalement, quand on a ses enfants, c'est les plus beaux, les plus merveilleux et les plus intelligents. Et donc on a envie en fait de capter chaque moment de vie de nos petits. Et en partant des photos de mes petits, j'ai commencé à faire les photos des amis, d'amis, des voisins, des copains des amis qui avaient su, etc., etc. Et en fait, ça a pris de l'ampleur vraiment comme ça à partir de ce moment-là. Je fais beaucoup de photos famille, studio, quelquefois aussi en extérieur, mais c'est vrai que le climat du Pas-de-Calais nous permet pas de faire énormément de choses sur l'extérieur. Les mariages, les naissances, là où j'ai un attrait particulier, c'est vraiment avec les tout petits, avec les nouveau-nés. D'accord. En effectuant quelques recherches, j'ai remarqué que vous possédez une page Facebook et un site internet, c'est nécessaire pour se faire connaître ? Aujourd'hui, la page Facebook me permet d'avoir plus de visibilité encore que le site internet. Le site internet permet aux gens qui me recherchent de me retrouver. La page Facebook permet de présenter en fait son travail, de présenter les styles de photos, des différentes séances. Et c'est ce qui plaît aux gens. Les gens voient la photo, ça leur plaît, ils vous contactent, on échange et ensuite ils passent au studio à leur tour pour faire leur séance photo. Comment vous avez débuté ? Comment vous êtes lancée ? J'étais responsable d'agence bancaire pendant à peu près 13 ans et je faisais la photo en parallèle, donc avec la naissance de mes enfants, donc avec un statut de micro-entreprise. Et il a fallu se décider, qu'est-ce que je fais ? Je me lance, je me lance pas. Mon mari m'a été d'une grande aide, il m'a soutenu beaucoup en fait dans le projet. Je pense que s'il m'avait pas poussé, j'aurais peut-être pas sauté le pas. Parce que quitter un emploi fixe, stable, avec une bonne rémunération pour se jeter dans le grand bain de l'inconnu, c'est pas évident de se lancer. Et puis au final, je l'ai fait il y a plusieurs années maintenant, et je regrette absolument pas mon choix. Et donc, il existe différents parcours pour arriver à devenir professionnel dans la photographie ? Bien sûr. Tout à fait. Soit vous avez la possibilité de partir en études dès la sortie de 3e, en partant directement sur des CAP, etc. Parce que ça permet de démarrer en fait dans l'activité tout de suite plutôt que de passer par un parcours général et de se réorienter après. Moi, je sais que c'était une passion depuis pas mal d'années. Je me suis informée seule de mon côté. J'ai eu un parcours un peu moins simple que celui qui va se lancer dedans tout de suite. Vous pourriez me citer 3 qualités importantes pour devenir photographe professionnel ? Il faut de la patience, parce que quand vous êtes en séance photo, parfois faut de la patience, pas seulement avec les enfants, parfois avec les adultes aussi, parce que c'est pas toujours les enfants les plus compliqués à prendre en photo. Je dirais, il faut être rigoureux et il faut aimer son métier, quoi, simplement.
Faut pas avoir peur des heures non plus. Vous diriez quoi à une personne qui voudrait se lancer dans la photographie? Foncez. Si vous êtes passionné déjà du départ, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, donc pour l'anniversaire de Camille, on le met, donc c'est le thème mouton. Donc on va faire un gâteau yaourt et on va mettre chacun une couleur. Comme ça, on va faire un gâteau arc-en-ciel. J'ai d'abord été à l'école pour passer les diplômes en fait de secrétaire médicale. Donc j'ai fait le bac sciences sanitaires et sociales. De là, j'ai dû arrêter les études car je suis tombée enceinte. Donc je me suis occupée de mes 3 enfants. Et une fois que j'ai eu mes enfants, là, je me suis dit, il faut que je reprends une activité. Je voulais plus rester à la maison. Et c'est de là que j'ai commencé à faire de la pâtisserie pour les enfants. Et ensuite, les choses sont venues d'elles-mêmes. On fait pour la famille et ensuite des amis nous demandent et c'est comme ça que ça se développe. Quel style de pâtisserie caractérise votre établissement? Énormément tout ce qui est wedding cake, gâteau pâte à sucre. C'est ce qu'on fait énormément ici. C'était quelque chose qui est venu des États-Unis en fait au départ. C'est ça. Voilà. C'est la mode. Les enfants, ils ont un thème et on retrouve les gâteaux en fonction du thème désiré. Donc on peut faire toutes les choses qu'on veut avec la pâte à sucre. Seule l'imagination nous arrête. D'accord. Est-il nécessaire d'avoir un site Facebook pour se faire connaître? Actuellement, oui. Toute la publicité se fait quasiment que sur Facebook. Ensuite, c'est le bouche à oreille des clients quand ils sont satisfaits, bien sûr. Mais s'il n'y a pas Facebook, la publicité, elle se fait plus. Malheureusement, actuellement, s'il n'y a pas Facebook, il n'y a pas de publicité. Comment justement vous est venue l'idée de faire ces ateliers enfants, ces ateliers adultes dont vous faites la publicité sur votre site Facebook? Partager la passion avec les enfants, les adultes, donner tout ce qu'on aime en fait. C'est ça qui est important. Comme aujourd'hui, les enfants, on voit qu'ils sont heureux d'être là, heureux d'apprendre. Les adultes, c'est pareil, ils aiment. Et maintenant, beaucoup de personnes font leur pâtisserie eux-mêmes. On sait au moins ce qu'on mange et en donnant des cours de pâtisserie, les gens peuvent apprendre à faire de bonnes choses. Ils savent ce qu'ils mangent et ils adorent ça, les gens. Et justement, je vois que vous faites beaucoup aussi de produits sans gluten, sans lait, sans œufs. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes justement par rapport à tous ces problèmes d'allergie ou de confort alimentaire? Alors, malheureusement, j'ai pas encore fait la pub officiellement, comme quoi qu'il y a en boutique du sans gluten, sans œufs, sans produits laitiers. C'est vraiment fait à la demande. Donc si une personne me demande un gros gâteau d'anniversaire, mais qu'il y a une personne dans la famille intolérant au gluten ou des sans œufs, ils me demandent si c'est possible d'avoir un gâteau à part. Et là, je leur dis oui, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est uniquement fait sur la demande. Regarde ce que tu fais. Avec tout ça, pas très bien. Quelles seraient les qualités importantes pour vous dans le domaine du commerce, justement? Déjà, il faut être souriante, il faut avoir un bon contact avec les gens. Si on arrive dans un commerce et qu'on voit une personne qui n'est pas souriante, elle nous accueille mal, on n'y retourne pas en fait. Il ne faut pas, disons, compter ses heures de travail. Il ne faut pas avoir peur au niveau des heures de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose. Le magasin est ouvert peut-être, je sais pas, j'ai pas compté les heures dans la semaine, mais une fois que le magasin est fermé, on travaille. Voilà. La pâtisserie se fait soit très tôt le matin, soit dans la nuit. Donc, faut vraiment pas avoir peur du travail. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous avez d'autres projets Oui, j'aimerais vraiment développer là tout ce qui est maintenant que tout le sucré est, on va dire entre guillemets développé du salé. Donc vraiment faire tout ce qui est l'apéritif dînatoire et pourquoi pas le traiteur. Quelqu'un qui souhaiterait débuter dans le commerce, quel conseil vous lui apporterez? Il ne faut pas avoir de crainte, il ne faut pas avoir peur. Il faut, malheureusement, les petits commerces actuellement, on a un doute qu'ils vont fonctionner. Voilà. Donc il faut toujours se dire, au moins on aura essayé. Il faut essayer. Parce que si on ne se lance pas, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer. Avez-vous fait une étude de marché avant de vous installer pour savoir dans une petite rue? L'erreur que j'ai faite, erreur entre guillemets, non.
Je me suis vraiment lancée toute seule, comme ça, sans faire d'études de marché, sans rien. Mais il faut en faire une. Pour valider le projet, c'est mieux d'en faire une. Mais moi, je me suis lancée sans. C'est ce que j'avais envie de faire. Donc peu importe si on fait une étude de marché que les gens m'auraient dit non parce que ça ne fonctionnera pas, j'aurais lancé quand même. Essayer quand même. Voilà, Ouais. c'est ça. Le principal, c'est d'essayer déjà. Voilà, exact. Si vous devriez embaucher une personne, quel profil rechercherez-vous Alors quelqu'un qui aime travailler déjà dans le domaine de la pâtisserie, mais pas forcément. Idéalement, j'aimerais bien quelqu'un qui, entre guillemets, s'y connaît pas vraiment, pour former moi-même. Comme j'aime transmettre, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment pour le former de A à Z et lui apprendre et on va dire apprendre ma façon de travailler. Et pas quelqu'un de trop jeune, mais vraiment quelqu'un déjà assez mature. Quelqu'un à l'écoute et puis qui est prêt à... On sait aussi que s'il y a un employé, si moi, en tant que patron, je dois quitter l'entreprise pour aller faire une formation ailleurs ou un atelier, pourquoi pas un atelier à l'extérieur, ça se fait également, pouvoir laisser l'employé en entreprise. J'ai travaillé en serveuse polyvalente. Après pas mal de choses. C'est quoi serveuse polyvalente? J'ai fait du service en friterie, j'ai travaillé en pizzeria, j'ai travaillé en sandwicherie. Et je faisais tout en fait, les préparations de commandes, l'encaissement, le nettoyage, tenir la boutique, tout. Qu'est-ce que tu as comme bagage, comme diplôme, En diplôme, j'ai pas grand chose, à part un CAP BEP en habillement. J'ai fait un DPP vente aussi. Qui m'a servi après pour tout ce qui est d'encaissement. Mais en diplôme en lui-même, j'ai pas grand-chose, mais j'ai de l'expérience. Les plus et les moins de ce métier Les plus, on apprend toujours et puis on a toujours des contacts. Les moins, c'est tout ce qui est horaire. Parce qu'en serveuse, c'est toujours les horaires de soir, de week-end. C'était à quel endroit ? Alors, je l'ai fait sur Divion, sur Breuer, sur Béthune. Donc, comme j'ai fait plusieurs boutiques. Après, j'ai aussi travaillé sur les camions post-pizza où c'était des déplacements. Donc, c'était sur Alouagne, sur Fairfailly, dans les entourages. Où c'était pareil, les mêmes horaires, il fallait se déplacer avec le camion. Mais au matin, il fallait que j'aille préparer le camion. Ton emploi idéal, pour toi, ce serait quoi ? J'aimerais bien faire tout ce qui est secrétariat, accueil, tout ce qui est commerce, tout ce qui est même nettoyage s'il faut, mais ça un peu moins. Je préfère le contact avec les clients. Ça, au niveau du serveur, là, comme je disais, c'est ce que j'ai retenu en point positif déjà. Que j'aime bien parler aux gens, j'aime bien avoir des contacts. Alors, quelles sont tes recherches, justement, ton niveau de recherche dans l'emploi ? Jusque maintenant, à part regarder les annonces, je ne savais pas trop dans quoi me diriger. Par contre, avec cette formation Alice, ça m'aide beaucoup et ils sont tous là pour donner un coup de main et puis nous aider où on se pose des questions, nous rediriger, comment réapprendre à faire son CV. Tout ça, ça aide. Ça me donne envie d'avancer, chose que je ne faisais pas justement auparavant. On est écouté. On peut parler justement de ce qui est bien et pas bien, parce que on nous dit je déteste la caméra et je suis obligé d'y passer, donc voilà, ça m'aide aussi. Et puis le CV, parce que c'est vrai qu'un CV simple, on pense pas qu'en le redirigeant comme on fait avec Isabelle, ça apporte beaucoup plus de choses. Surtout des réponses qu'on doit donner auxquelles quand on a un entretien, des fois on ne sait pas répondre. Où on bloque alors qu'il n'y a pas lieu de bloquer. Qu'est-ce que tu n'aimes pas déjà dans cette caméra ? Et pourquoi est-ce qu'au final, ça t'apporte quelque chose ? Parce que ça me force à me dépasser, ouais, forcément. Et, te dépasser en quoi ? De la mauvaise image que j'ai de moi, tout simplement. C'est peut-être dans la tête, mais au moins en y passant, on se dit c'était pas si compliqué. En gros, si tu devais faire en une phrase les bienfaits de la formation Alice. Les bienfaits, c'est qu'ils vous mettent à l'aise, qu'ils vous aident à avoir confiance en vous,
et qui sont tous là vraiment pour aider et puis nous apprendre plein de choses, parce que depuis le début, on va pas se mentir, on a appris pas mal de choses. Et ces choses, est-ce que tu vas les remettre en pratique pour plus tard? Oui, j'ai déjà essayé, comme avec les cartes heuristiques, tout ça, je trouve que c'est pas mal. Ça aide et on n'y pense pas, mais ça aide vraiment à retenir des choses que je retenais pas auparavant. Comment motiver d'autres personnes à venir s'inscrire justement au programme Alice? Qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, que justement, déjà, il faut passer le cap d'y aller pour voir ce que c'est, et puis on ne regrette pas parce qu'on apprend plein de choses. C'est pas quelque chose qui vous met un frein, au contraire, c'est quelque chose qui vous apprend et qui vous aide à vous surpasser.